Bonjour Frédéric, Bonjour Marion. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre parcours professionnel et de votre société, donc Exact Cure, que j'ai découverte euh, et C'est un qui plaisir partagé. merci, et qui m'a justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir parler de la solution que vous proposez, puisque vous voulez développer une médecine vraiment personnalisée via en fait une solution donc numérique, via un jumeau numérique. Vous allez m'en dire un peu plus après. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler votre parcours, si vous voulez bien. Bien sûr. Vous êtes un expert en modélisation pour les sciences de la vie. Vous êtes d'abord ingénieur de l'école physique et de chimie de Paris. Et vous avez deux doctorats, un en pharmacie et un en PhD en cancérologie. Vous avez commencé votre carrière par une carrière académique en biomodélisation à l'université. Et puis après, vous êtes rentré dans le privé pour justement manager des équipes de recherche et développement pour la société Sobios, qui a été ensuite rachetée par Dassault Systèmes. C'est tout à fait ça. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est exactement ça. Et puis, l'histoire commence en 2017 pour Exact Cure, qui vous aviez envie vraiment de développer une médecine personnalisée. Donc, vous avez commencé le chemin de l'entrepreneuriat pour lancer votre société avec deux autres compères en 2018. Qui est vraiment en fait de développer, d'avoir dans son smartphone, hein, voilà, on voit pas très bien, mais c'est sur son smartphone, d'avoir un jumeau numérique qui va simuler en fait les réponses personnelles à un traitement médical et qui va aider à trouver le meilleur traitement, le meilleur dosage pour que justement le patient puisse personnaliser son traitement. C'est autant adressé autant pour le patient que pour les professionnels de santé, que pour les laboratoires pharmaceutiques qui veulent tester de nouveaux médicaments. Et vous avez avec vous un comité scientifique et médical qui vous aide justement à développer cette solution numérique, ce jumeau numérique, au mieux et pour répondre au mieux à une médecine juste et saine. Est-ce que ça vous va, Frédéric? Oui, c'est un bon résumé en effet. C'est très bien. C'est ça. On est parti de trois illuminés et puis on est arrivé à une boîte qui tourne aujourd'hui, environ 25 personnes, dont un comité scientifique en plus de ces 25 personnes qui nous conseillent effectivement à la fois sur les aspects de modélisation, sur les aspects de santé et sur des aspects stratégiques, bien sûr. Tout à fait. Super. Est-ce que vous voulez rajouter deux mots sur justement la société Exactcure par rapport à sa Alors, caractéristique? alors oui, c'est une vraie start-up, on va dire. Vous avez bien résumé, on est une vraie start-up. On est parti sur un pari, effectivement. Et on l'a développé, on l'a aujourd'hui. On a développé ce jumeau numérique qui est en fait, vous l'avez bien dit, dans l'écosystème du patient et du professionnel de santé et qui est, chose importante, un dispositif médical. Donc il y a toute une réglementation autour de ça et qui vraiment assure une qualité de prédiction de la réponse pharmaceutique, effectivement. Super. Alors justement, quand vous avez débuté ce projet, ce début de start-up, quels étaient les objectifs que vous visiez? Alors, c'est complexe, effectivement, c'est tout un enchevêtrement d'idées, hein, une startup. Mais s'il y avait un moment fort que je devais me rappeler, c'est vraiment un jour un- dans un café à Paris. L'idée source, hein, la chose qui a émergé, c'est dans un café à Paris avec un copain, Philippe, Philippe Beaune, qui est un professeur à la fac de médecine au Saint-Père, hein, qui est un grand expert en médecine personnalisée. Et qui me racontait une petite histoire. Il me disait, bah, écoute, Fred, toi, tu fais de la modélisation, écoute, tu peux peut-être m'aider. Moi, quand je fais cours à mes étudiants en médecine, je leur explique que le médicament, c'est compliqué et qu'il faut ajuster les doses. Si vous avez un patient qui est obèse, il va nécessiter d'avoir une dose de médicament plus grande. C'est normal, c'est comme une dilution plus grande. Si vous avez un patient, en revanche, qui a une insuffisance rénale, le médicament s'élimine par l'urine, donc il va moins éliminer, il va avoir une rétention du médicament, donc il faut au contraire lui diminuer la dose. C'est comme ça que je leur explique les ajustements au début de mon cours. Et là, ce que je crains à chaque fois, à chaque cours, c'est qu'il y a un élève qui lève le doigt, qui dise, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe si j'ai un patient qui est à la fois obèse et insuffisant rénal? Bien sûr, ça existe dans la vraie vie. Qu'est-ce que je fais? J'augmente, je diminue, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Et effectivement, c'est très empirique. Et il me dit, Fred, toi, tu fais de la modélisation, de la simulation, tu n'aurais pas une idée qu'est-ce que je pourrais leur répondre finalement, un outil pratique. Et l'idée, elle a germé de ça finalement, et de la science que je maîtrisais à l'époque dans mes équipes, qui est celle de modéliser le patient. Et du coup, ça a fait émerger en moi l'envie.
d'appliquer ça vraiment dans un vrai écosystème. Pas seulement en recherche, pas seulement en théorie, pas seulement dans les essais cliniques pharmaceutiques en amont, mais aussi le propager jusqu'au lit du patient, jusqu'au professionnel de santé, jusqu'à son patient au jour le jour en ville, hein, le médecin, le pharmacien, l'infirmier en ville, que l'écosystème puisse profiter d'une solution qui vous dise, ben, si vous êtes suffisant rénal, si vous êtes obèse, si vous êtes même, vous avez un problème hépatique, si vous avez une mutation, une maladie, je ne sais quoi, vous ne répondez pas comme votre voisin. Donc, il faut comprendre votre réponse et il faut de manière simple que vous la compreniez en tant que patient, ce qui est un défi, hein, pour montrer au patient comment le médicament marche, et également pour votre professionnel de santé qui puisse vous suivre, qui puisse au mieux adapter vos médicaments. C'est un peu, comme vous disiez, cette vision de la médecine personnalisée et participative du patient. Ah, j'aime bien ce côté participatif, justement. Ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'en devenant acteur, au fond, à quoi sert l'application patient? Elle sert à l'impliquer, finalement, aussi, à l'impliquer dans son traitement. Et notre simulation, le patient, il la voit presque comme un jeu, si je caricature. Ah, le médicament, voilà comment il joue, comment il va influencer mon organisme. Ah, c'est un jeu dangereux, hein. Je vois bien que si je le mets dans le rouge, ah, je vais me mettre en danger. Donc, finalement, avant Exactcure, les patients, c'est un peu comme s'ils pilotaient une voiture, mais qu'ils n'avaient pas de compteur de vitesse. On leur dit, attention, 130, c'est la limite. Ok, mais moi, je conduis sur l'autoroute et je ne sais pas, est-ce que je suis à 120, 140? Nous, on donne ce compteur de vitesse au patient. On lui montre, on lui permet de contrôler, de monitorer, de comprendre comment, en fonction du temps, son médicament va marcher. Si je prends un paracétamol, un médicament banal, je le prends aujourd'hui, je sais pas, il est 14h50. Est-ce qu'il va commencer à agir à 14h55, à 15h? La réponse, elle est que ça dépend de moi, du patient, si je suis de ma morphologie, des autres médicaments que je prends aussi. Donc ça, on va l'indiquer au patient. Ce compteur de vitesse va dire, ton médicament, il va commencer à agir à 15h07, il va arriver au maximum d'efficacité à 16h, et après, il va décroître et il sera efficace jusqu'à ce soir, 20h30. Donc c'est bon, tu es couvert jusqu'au repas de ce soir. Donc c'est vraiment ça le défi. L'éducation du patient aussi et ce partage de données de santé entre le patient, le pro, et créer une dynamique sur le médicament. Mm. Ouais, tout à fait. Et justement, comment vous avez fait pour mettre en place justement ce système-là? Quelles sont les différentes étapes que vous avez mis en place pour développer cette application? Ouais. Alors, moi, je dirais que c'est concentrique. Alors, d'abord, ça a été le cœur. Alors, nous, on est des scientifiques, un peu des geeks, il faut reconnaître, on aime bien la science, la techno. Mais ce qu'on voulait avant tout, c'est pas faire de la science pour la science ou de la techno pour la techno. On voulait, enfin, notre vision, c'était, suite un peu à cette anecdote que je vous ai racontée, c'était de vraiment l'appliquer à un vrai écosystème, que ce soit utile dans la vraie vie, qu'on ait une utilité sociale, sociétale, en plus de faire un joli système technologique sympa. Donc, le système, il faut quand même le faire. Et c'était la base. Comme on est des scientifiques, on a d'abord travaillé sur les aspects de modélisation et de science. Parce que derrière cette question, c'est facile une phrase de dire en une phrase, je vais vous personnaliser votre traitement et je vais vous montrer comment vous réagissez. Mais en pratique, c'est pas simple. Il y a vraiment un vrai défi mathématique, de modélisation et de pharmacologie. Donc ça, on a commencé par développer ce cœur. Ensuite, on a fait la couche externe qui a été la couche d'interaction avec les patients. Et ça, on l'a fait dès le début, en interaction avec justement des gens du terrain, avec des associations de patients, avec des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens de ville, d'hôpital. Encore aujourd'hui, là, on a une collaboration que je trouve géniale avec l'hôpital Cochin. En cancérologie, où on a vraiment pour la peine des remontées de très haut niveau de patients qui ont des traitements complexes et des pharmacologues qui ont vraiment le besoin d'avoir un ajustement très fin de la posologie. Donc on est à l'autre bout du paracétamol finalement. Mais les deux sont intéressants. Donc dans la conception, il faut penser du paracétamol jusqu'à l'oncologie. Parce qu'il y a un enjeu dans tous les cas. Il y a des gens qui meurent de surdose de paracétamol. Il y a des gens, bien sûr, qui malheureusement meurent parce que leur traitement en cancéro n'est pas adapté. Donc il a fallu penser tout au long de cette conception de le faire en bonne intelligence avec l'écosystème. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait des tests avec des patients. On a effectivement développé notre dispositif qui est un dispositif médical, ce qui nous contraint aussi, hein, mais ça nous contraint pour le bien. Il faut que les prédictions qu'on donne soient de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être présenté à des gens dans la vraie vie. Donc ça, on l'a fait. Le dispositif est sorti, on l'a updaté. Et voilà, c'était un cheminement. Bien sûr, quand je pense à ces mois passés, enfin ces années passées maintenant, le temps passe, c'était aussi un cheminement aussi d'entreprise, d'entrepreneur aussi.
Parce que tout ça, bien sûr, ça ne se fait pas juste en développant le produit. Il faut développer l'entreprise. Donc, on est passé de 3 personnes, puis 5, 10, là, on est 25, 25, 27, ça dépend un peu des stagiaires. Et, mais voilà, on est en train de croître. On a fait des levées de fonds. On a eu des partenaires qui nous ont accompagnés. Donc, un fonds d'investissement, un One Ragtime, qui nous a accompagnés en 2019. On a eu, je citerai aussi BPI, hein, donc l'État finalement. On a été accompagné aussi, on a gagné des subventions, des prix aussi qui nous ont permis de continuer notre aventure. Et là, on a une étape d'ailleurs de notre aventure où on est en train de faire une nouvelle levée de fonds pour encore grandir, pour poursuivre notre route. Et je vous ai dit, on est une start-up, mais on est une vraie start-up. Dans ce cheminement, on n'a jamais visé la facilité, jamais. En fait, on n'est pas une belle PME. On pourrait croire, mais on n'est pas une belle PME. On est une start-up. C'est-à-dire on vise plus haut. On pourrait se satisfaire d'être, oui, une belle entreprise qui a déjà des clients, on gagne de l'argent, mais on ne veut pas stabiliser ça. On veut viser toujours plus haut. On est encore une source de coûts, et c'est pour ça qu'on lève de l'argent, parce que ce qu'on vise, c'est les étoiles, en fait. C'est ça ou rien. Donc, où on atteint ces étoiles, où on se crache. Et donc, la destination, c'est où nulle part, on s'est craché, ou Proxima du Centaure, vous voyez. Mais sinon, le but, c'est pas juste de devenir rentable demain, comme ça, rapidement. Sinon, c'est pas une vraie startup. Beaucoup d'entreprises se disent être des startups, mais elles n'ont pas l'essence que je décris là. Il faut cette prise de risque. Nous, on sait qu'il y a un risque dès le début, et c'est vraiment ancré dans notre parcours. Et justement, en parlant de prise de risque, donc dans quel état d'esprit êtes-vous depuis que, ou avez-vous pour justement développer cette start-up? Alors, il faut une vision. Il faut avoir une vision. Et à la fois être flexible. C'est un peu deux choses antinomiques. Il faut savoir où on va, mais se dire, je peux changer de chemin pour y aboutir. La vision, par contre, elle est importante. Si on n'a pas un cap, si on ne sait pas où on veut aller, on part dans tous les sens. Et on peut être justement ballotté, chercher la rentabilité facile peut-être, ou alors aller dans une direction qui n'est pas du tout notre vision initiale. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit rigide, parce qu'on sait très bien que le produit tel qu'on l'a imaginé il y a 4 ans, c'est pas le produit tel qu'il est maintenant. Notre jumeau numérique, il n'est pas le jumeau qu'on avait en tête il y a 4 ans, parce qu'on s'est justement confronté à la réalité, au marché, aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment antinomique, mais il faut à la fois avoir une direction et se dire que le chemin pour atteindre ce but, il n'est pas droit, il est sinueux, et il y a plein de bifurcations possibles. Il n'y a pas un unique chemin d'ailleurs pour y atterrir à cette destination. Et d'un point de vue psychologique, je dirais, c'est aussi assez perturbant. C'est à la fois des phases d'euphorie, parce qu'on a vraiment, voilà, on a eu des moments de joie, on a des accomplissements, on a mis depuis peu notre application sur le marché, donc ça, c'était un énorme accomplissement. On a signé des jolis contrats. On vient de signer UPSA, d'ailleurs, qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc, on travaille aussi avec le labo UPSA, qui est un bel accomplissement. Mais à côté de ça, il y a bien sûr aussi des difficultés. On a plein de difficultés. Comment dire, on a eu des refus, des investisseurs qui nous ont dit non. Bien sûr, il y en a qui nous ont dit oui, mais c'était un chemin complexe. On n'arrive pas de manière linéaire. Vu de loin, toutes les aventures, on a l'impression que c'est facile. Mais de l'intérieur, non, ça l'est vraiment pas. Et c'est dur, on montre jamais le côté difficile. Et le but, c'est de rester toujours optimiste quand, malgré les difficultés, se dire, cette vision, on s'y accroche. On pense qu'elle va marcher, cette médecine personnalisée, participative, on pense qu'elle fait sens. Et donc, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. On va y arriver. Et finalement, les prix, enfin, je vais te dire quelque chose qui est bête, mais les prix qu'on a gagnés, on en a gagné plein. On a gagné le concours ILAB, on a gagné des prix européens, on a eu le Seal of Excellence de l'Europe, on a une collection de prix qui est presque indécente. Mais cette collection, au fond, c'est notre Prozac aussi, quelque part. Bien sûr, c'est intéressant pour le crédit que ça donne, pour la crédibilité, le tampon, mais c'est aussi, quelque part, quand on a des doutes, voilà, on arrive devant une foule, on défend notre projet et on gagne le prix. Voilà, c'est génial. On nous dit, on n'est pas les seuls à penser ça. Même si hier, j'ai vu un client qui n'y croyait pas du tout, demain, j'en verrai un qui y croira. Et le lendemain, on en retrouve qui y croient. On travaille aussi avec Vidal, on travaille avec Elsevier, tous des gens qui ont cru à la même vision que nous. Et donc, c'est un parcours étrange, plein de choses paradoxales, vous voyez, viser à côté pour aller dans un objectif qui est loin, être à la fois optimiste malgré des échecs. Je pense que c'est vraiment cette teinte, cette complexité du parcours qui est aussi intéressante. Oui, tout à fait. Oui, savoir la capacité de rebondir, comme vous dites, à un échec, Ouais. à un refus.
parce qu'on se dit, ah, c'est un échec, mais finalement, c'est de tenir les conséquences et dire, allez, on y croit quand même parce qu'on a cette vision et on y croit, on maintient le cap. Exactement, et c'est aussi par les refus. Un refus est quelque chose qui nous permet de comprendre la chose qui n'allait pas, de faire mieux la fois d'après. Pourquoi ce client n'est pas convaincu? Comment on lui a présenté la chose? Est-ce que c'est notre business model qui n'a pas convaincu notre investisseur? Voilà, et du coup, on réajuste un petit peu. Et c'est ce parcours qui est typique, je pense, d'une vraie startup aussi. Parce qu'au fond, la morale de ça, moi, ce que j'en tire, c'est que quand on fait un projet vraiment innovant, on ne peut pas faire non plus l'unanimité. Parce qu'on ne peut pas être disruptif en étant juste dans le mouvement. Si on suit la vague, si on crée une évidence que tout le monde accepte, c'est sûr, c'est facile, ben, au fond, on ne peut pas être innovant vraiment. On ne peut pas être vraiment en rupture avec l'existant. Donc, c'est le prix à payer d'essuyer parfois des refus, d'avoir des gens qui ne sont pas convaincus et de se dire, OK, bon, ben, lui, il n'est pas convaincu, il le sera plus tard. Il se dira, bah, mince, il s'en mordra les doigts parce qu'au fond, il aura vu ce qu'on fait dans des temps précoces. Et bon, il n'a pas cru, mais moi, j'y crois, c'est ma vision et je vais faire en sorte que ça fonctionne quand même. Mm. Ouais, trouver le locomotive et puis le reste du wagon, ils suivront. Ouais, et c'est souvent ça. Et on l'a vu, hein, honnêtement, on l'a vu, hein. Des gens qui nous disaient non au début et qui nous recontactent, ouais, on l'a vu, vraiment. Et ça fait plaisir aussi, hein. Nous, on reste en bon terme avec tout le monde, de toute façon. Même quand on nous dit non, c'est pas grave, ça fait avancer. Non, puis je pense qu'aussi, il faut le temps aux gens aussi de pouvoir, comment dire, intégrer cette nouvelle façon de voir cette médecine, en fait. Donc, il Bien faut sûr, pouvoir l'intégrer. Mm. Et bien sûr. justement, quand vous avez démarré, est-ce que vous aviez vraiment des certitudes en vous dès le début? Alors, je pense que la vision, elle y était dès le départ. Cette vision, elle y était d'amener au patient tout cet apport scientifique que permet d'avoir la modélisation et la personnalisation d'un modèle pour dire, ben, je vous crée votre modèle à vous, Marion, qui n'est pas le mien. Ça, dès le début, ça y était. Mais la certitude que j'avais à l'époque et que je n'ai plus maintenant, c'est un petit peu ce que j'ai décrit juste avant, c'est le fait que si c'est une bonne idée, ça va plaire à tout le monde d'un coup. Non, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt le contraire. La morale, c'est que finalement, au début, j'allais très souvent, j'insistais beaucoup. Je m'acharnais, j'essayais de gravir des montagnes contre des gens qui n'étaient pas convaincus et qui n'était pas possible de convaincre finalement. Ils n'étaient pas dans le mindset qui convenait. Et vraiment, j'ai le souvenir au début d'une énergie folle que je passais à essayer de vraiment convaincre des gens qui ne pouvaient pas être convaincus. Et finalement, avec le temps, je me rends compte que la bonne stratégie pour une boîte comme nous, c'est plutôt de suivre le flux. C'est plutôt d'aller là où le vent nous porte finalement. Et quand on voit des gens avec qui notre propos, notre vision fait résonance, bah, de creuser ces pistes-là et de finalement pas trop perdre de temps avec des gens qui peut-être seront convaincus plus tard, ou un investisseur pour qui on n'est pas dans la bonne case, ou un client qui, pour l'instant n'est pas prêt à accueillir notre solution, un partenaire je sais pas, pharmaceutique par exemple. Alors, c'est pas grave, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, et voilà, et je pense qu'il faut pas résister. J'ai le souvenir d'être resté, enfin, les premiers investisseurs que j'ai vus, mais j'ai passé une énergie mais folle, je voulais les convaincre, c'était sûr. Et c'était pas possible, et ça, je ne les ai jamais convaincus. Je les ai revus depuis, hein, ils regrettent un peu sûrement, mais voilà, les premiers, je pense que c'était fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir passé des mois et des mois pour rien, en fait. Et simplement, j'aurais dû aller ailleurs. Parce que je croyais que s'ils me disaient non, ça voulait dire que mon projet n'était pas bon. Mhm. Mais c'est pas le cas, Ouais, mais c'est courageux de dire ça parce que c'est aussi une peur qu'on peut avoir au fond de nous, quoi. bien sûr. Complètement. Parce que c'est votre bébé quand vous portez un projet, c'est votre truc, votre idée. Vous êtes pas votre bébé, vous n'avez pas envie que les gens vous disent il est moche votre bébé, vous voyez. Et ben pourtant ils vont vous dire ça au début, certains. Et vous vous dites mais regardez, non, il est joli, il a de beaux yeux, il a une jolie bouche, regardez. Ben, c'est pas grave, il y en a d'autres qui le trouveront beau votre bébé. Donc C'est un voilà, petit peu ça. c'est exactement ça, mais je suis tout à fait d'accord. Pour compléter cette question sur les certitudes, donc vous avez appris qu'il fallait peut-être un peu lâcher pour Mm. pouvoir aller plus dans le mouvement et accueillir ce qu'elle accueillir au niveau de vos prestataires, on va dire. Est-ce que vous avez Mhm. appris d'autres choses qui, depuis, ou est-ce que vos certitudes ont un peu évolué? Enfin, déjà, c'est une belle évolution que de ne pas s'acharner dans des pistes qui sont, qui sont bouchées dès le départ. Euh, sur il y a des choses qui ont évolué par exemple, la perception du patient, sur l'élargissement aussi à d'autres domaines. On voit que ce qu'on fait
Et c'est vrai qu'on l'applique à la santé, mais on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses. On peut l'appliquer à la nourriture. Donc ça, c'est des visions pour le futur. Les ouvertures ont changé. Donc peut-être dans la nutrition, de la cosmétique, peut-être, on en parlait avant de faire l'interview. Ouais, complètement. On a d'ailleurs commencé à penser à des projets annexes un petit peu en sous-marin, où on imagine justement pour non pas de la santé, mais on va dire du bien-être aussi, des évolutions de notre concept, pour savoir comment est-ce qu'on avale aussi nous fait du bien à notre corps, ou des produits naturels aussi, hein. Parce que les produits naturels, les plantes aussi qui sont utilisées en cosméto ou en complément alimentaire, bah, elles ont des molécules dedans, des molécules actives. Donc elles aussi, on peut les intégrer, on peut les simuler. Donc au début, cette vision très santé qui était peut-être liée à mon background initial, bah, elle a aussi évolué. Et je pense que plus tard, d'autres partenariats, d'autres branches pourraient se créer aussi dans Exacture. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est souvent comme ça, comme on disait dès le début, en fait, c'est le croisement de certaines expertises qui font souvent des belles innovations. Tout à fait, tout Mm. à fait. Et d'ailleurs, on aime beaucoup les hybrides. Moi-même, comme vous l'avez dit, je suis un hybride entre des mathématiques et la santé, mais on a plein d'hybrides dans notre entreprise. On a des pharmaciens, data scientists, on a de tout. On a des business développeurs qui font de la biologie. Enfin, voilà, donc je pense que l'hybridation et le croisement, la fertilisation croisée, c'est effectivement une source de richesse, évidemment. Évidemment. Super. Merci Frédéric. Et j'ai la dernière question pour vous. Quel type de leader êtes-vous? Ah, c'est dur à se définir soi-même. Je pense que s'il y avait un seul mot qui me définit, parce que c'est presque un pilier sur lequel on s'est accordé lorsqu'on a créé Exacture avec Fabien et Sylvain, mes deux associés, c'est la bienveillance. Euh, je pense on avait tous les deux connu des contextes professionnels où on avait en tête des gens qui n'étaient pas bienveillants. Pas forcément dans notre hiérarchie, mais dans notre écosystème, ou des personnes agressives en entreprise, ou des personnes qui n'avaient pas un comportement qu'on jugeait bienveillant. Et on l'a mis en grand, on l'a mis, pour nous, si on devait l'inscrire au-dessus de notre porte, ce serait vraiment le mot numéro un. Les gens ont droit à l'erreur, si on les a engagés, c'est qu'ils sont compétents. Et cette bienveillance, elle est importante pour qu'ils progressent et pas se braquer contre des gens. S'ils font des erreurs, s'ils font quelque chose qui ne nous satisfait pas, ben, comme nous, on a fait des erreurs en allant peut-être prospecter des fois des clients qui n'étaient pas adaptés, ben, eux, ils font des erreurs, ils apprennent comme ça. Et ils grandiront en faisant des erreurs. Et je pense qu'ils grandiront d'autant plus qu'on les rassure en leur disant, t'inquiète pas, tu ne perdras pas ton job dans l'entreprise si ce que tu fais, c'est pas adapté. Et par contre, voilà, ce qu'on ne supporte pas, c'est la malveillance, l'énervement, si des gens ne gardent pas leur sérénité dans l'entreprise. Je pense qu'il le faut. Il faut toujours avoir ce regard, prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et pas mettre d'affect négatif dans notre quotidien. Parce que ça nous bouffe au fond, ça nous ronge, ça crée un écosystème négatif. Donc voilà, même moi, c'est un luxe auquel je tiens, d'être content tous les jours quand je vais à mon travail. À ce sujet, est-ce que vous avez un mantra par rapport à ça? Parce que des fois, il y a quelque chose qui vous dit, qui vous remonte le moral, justement, tous les jours en disant, allez, je lis cette phrase et ça me maintient, ça me stimule. Ah, ouais, il y a des choses. Alors, moi, enfin, les retours de patients, honnêtement, c'est la chose numéro un. Je ne pense pas qu'on ait un mantra à nous-mêmes entre nous, qu'on se répète comme ça en se tenant tous par les bras. Mais par contre, ce qui nous stimule, c'est les retours de patients. Et quand on fait des tests, alors on ne les voit pas tous, d'ailleurs, on n'a pas le droit de voir certains patients parce que ce sont des données privées, donc il y a une sécurisation des données. Mais quand on fait des tests vraiment où nous, on participe, on regarde, on a le retour des patients qui nous disent, vous avez évité un accident, j'ai compris grâce à vous le médicament, ou bien j'en ai eu un qui m'a dit une fois, ah, si j'avais eu votre solution il y a 3 ans, bah, je n'aurais pas été hospitalisé. Tout ça, c'est des choses qui vraiment nous donnent la pêche, vraiment, et la banane, très Ouais, clairement, ouais, carrément. Et qui donne envie de continuer, quoi, carrément. Je suis tout à fait d'accord. complètement, Mm. complètement. Justement, bah, Frédéric, si on veut vous suivre, comment on fait? Alors, il y a plein de manières différentes. Alors, sur LinkedIn, déjà, vous pouvez trouver mon profil, hein, Frédéric Dayan. Notre site internet aussi, Exactcure, www.exactcure.com. Ben, vous avez plein d'informations sur nous. Vous avez aussi un formulaire de contact. Donc, si vous voulez, si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes un patient, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, contactez-nous. Si vous êtes aussi dans le domaine industriel, hein, bien sûr, on peut essayer d'envisager des partenariats. Notre système, en fait, on l'a conçu comme étant exportable. C'est pour ça on peut collaborer avec des personnes, avec des acteurs comme Vidal. C'est que c'est une boîte qu'on peut exporter aussi pour des partenaires. Donc, si vous avez envie d'avoir des simulations
dans votre solution digitale. Nous, on est une plateforme qui permet de faire ça aussi. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Frédéric, j'étais ravie. Merci Marion, c'était un plaisir partagé en tout cas. Ouais, très inspirant en tout cas, et ça donne envie de travailler avec vous déjà, et puis d'essayer votre application. N'hésitez pas, c'est sur les stores. Super. Merci, puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.